Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette deuxième webconférence de Mars Bleu. Donc la première a eu lieu mardi sur le rôle du pharmacien et tout ce qui était dépistage. Et vous aurez bientôt le replay sur les réseaux de Mon Réseau Cancer Colorectal et Dis-moi Santé. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un autre sujet qui est le soutien psychologique, car on sait que c'est pas toujours évident de parler de la maladie, qu'on soit patient ou qu'on soit aidant. Et donc pour cela, on a le plaisir d'être avec une patiente, Sandra, patiente de Mon Réseau Cancer Colorectal. Donc vous ne la verrez pas, mais nous entendrons son témoignage avec grand plaisir. Merci beaucoup Sandra d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce vécu de la maladie et ce parcours de vie et ce parcours de soins. Et avec Madame Bossard. Donc, Madame Bossard, vous êtes psychologue chercheuse. Vous avez exercé auprès de patients au préalable et vous êtes à l'université de Nîmes. Merci beaucoup, Madame Bossard, d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à notre co-hôte, Laure, directrice de Mon Réseau Cancer Colorectal. Laure, c'est à toi. Alors bonjour, bienvenue à tous. On est très heureux aujourd'hui avec toute l'équipe de Mon Réseau Cancer Colorectal de proposer cette série de webconférences qui est vraiment dédiée aux personnes concernées par la maladie. Que Mars Bleu, on parle beaucoup du dépistage, mais on avait à cœur cette année de proposer ce programme où on va répondre à un certain nombre de besoins qui sont sortis finalement de notre réseau des échanges avec les patients, les proches et puis nos co-responsables Cyril et Colette, que je salue puisque je vois qu'elles sont là. Le soutien psychologique, quel que soit le type de cancer, c'est pas du tout une évidence. Et par ailleurs, le cancer colorectal, c'est une maladie dont on parle pas du tout assez et qui est encore très taboue. Donc cette première webconférence, elle touche finalement à toutes les émotions difficiles, tout ce qu'on traverse en tant que personne, à tous les moments de la maladie, ça c'est aussi important. Et donc, je vais me taire et merci beaucoup à Sandra d'accepter aujourd'hui d'apporter son témoignage de patiente. Donc, bienvenue à toi et bienvenue à tous. Merci beaucoup, bonjour à tous. D'ailleurs, je suis ravie de pouvoir faire ce témoignage et d'apporter un peu mon expérience et mon vécu par rapport au cancer, au diagnostic et puis la vie qui suit son cours. Donc moi, je suis Sandra, je suis membre du réseau Mon Patient Cancer Colorectal et j'ai 42 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du côlon à 41 ans lors d'une coloscopie qui n'avait absolument pas pour objectif de trouver une tumeur, mais plutôt une inflammation du côlon. Voilà, donc diagnostic, grosse surprise, hein, et pour moi et aussi pour le gastro-entérologue qui ne s'attendait pas à trouver une telle tumeur qui était localisée dans le sécom. Voilà, donc là, je ne sais même pas comment commencer parce que là, déjà, je me dis que j'aurais peut-être eu besoin d'un soutien psychologique dès l'annonce. Parce que quand on a 40 ans et qu'on va voir un gastro-entérologue, on ne s'attend pas forcément à repartir avec un cancer. On s'attend au cancer du sein, à des cancers gynéco, mais certainement pas ce type de cancer qui en plus, n'a pas une image très, très, très glamour. Diagnostic, donc j'ai eu en revanche une très bonne prise en charge. J'ai été opérée dans les 3 semaines qui ont suivi. Mais pendant ces 3 semaines, j'ai appris plein de choses, hein. J'ai appris qu'on pouvait m'ouvrir le ventre de haut en bas. J'ai appris qu'on aurait pu me poser une poche, une stomie. J'ai découvert ce mot. Et en 3 semaines, je suis passée d'un statut d'une personne en bonne santé, bienveillante, enfin bien portante, à quelqu'un qui risquait peut-être, on va dire, de vivre une vie complètement différente. À ce moment-là, en parallèle, j'ai quand même vécu un drame familial où j'ai perdu une personne très proche d'un cancer de l'estomac sur cette même période. Et ça ne m'a absolument, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai perdu un petit peu la position que j'aurais dû m'attribuer à l'annonce de la maladie auprès de mes proches, hein. Et au lieu de ça, je me suis complètement effacée en disant, là, moi, j'ai de la chance, je suis en vie et je ne suis pas à plaindre.
Pourquoi je me suis attribué ce rôle, je n'en sais absolument rien. Mais voilà, j'ai en plus, je me suis attribué en plus une position de second plan par rapport à cette situation familiale. Voilà, j'ai été opérée, l'opération s'est très très bien passée, je n'ai pas eu de stomie, j'ai été opérée en cœlioscopie, donc là tout s'arrangeait dans ma tête, enfin c'est ce que je pensais. Les résultats ont été de la NAPAT étaient très bons, donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir de chimio et de radiothérapie, c'est sûr, c'est une chance. Mais quand je suis sortie de chez mon chirurgien avec ces super bonnes nouvelles, et ben, je me suis retrouvée sur le bord du trottoir avec mon arrêt de travail de 15 jours. Voilà, madame, tout va bien pour vous, merci et à dans 3 mois. Et là, je me suis mise à pleurer. Voilà, je sais pas pourquoi, j'étais désemparée en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 3 mois? À qui je vais en parler? À qui je vais parler de tout ça en fait? Et je ne savais pas qu'il y avait des choses qui existaient. Voilà, parce que je suis complètement novice. Je ne savais pas qu'il y avait des choses qui existaient pour m'aider, pour m'accompagner. Et travaillant dans le milieu de la santé, je me suis dit, mais il y a forcément des associations de patients qui existent forcément, on va pouvoir m'aider, je vais faire des recherches. Alors, mes premières recherches n'ont pas donné grand-chose, puisque je suis tombée sur des comptes Instagram, Facebook, voilà, où on racontait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, et qui auraient plus comme objectif de m'enterrer avant l'heure. Et 2 mois après mon opération, j'ai trouvé donc le réseau patient, mon réseau cancer colorectal, qui m'a déjà, voilà, moi c'est mon ressenti à moi, sorti un petit peu la tête de l'eau. Déjà, dans un premier temps, ça évitait de me noyer dans un tas d'informations qui n'avaient ni queue ni tête. Et outre ce sentiment, cette adhésion à ce réseau patient, j'ai entamé une psychothérapie avec une psychothérapeute, parce que c'était vital pour moi. Voilà, c'était vital pour moi, et le mot vital n'est pas exagéré dans la situation dans laquelle j'étais. Il y a eu des états psychologiques compliqués à gérer. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau faisant son nid, voilà, en parallèle entre les séances de psychothérapie et voilà, vivre avec, échanger avec d'autres patients. Aujourd'hui, on peut dire que 18 mois après, je vais bien. Je vais bien, je vais même psychologiquement, je vais mieux, je vais même très bien. Mais aujourd'hui, l'amertume que j'ai par rapport à mon comment dire? À mon vécu, c'est, mais j'ai dû forcer des portes, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu: «Oh bah non, je vais pas voir un psy parce que ci, parce que ça», mais ceci dit, je dis ça, mais en fait, très peu de gens savent que je suis allée voir un psy. Voilà, j'ai même pas osé l'avouer, parce que me dire: «Non, faut que je dise aux gens que je vais bien». Faut qu'ils voient l'image d'une Sandra qui va bien, parce que sinon ça va pas m'aider non plus. Mais voilà, enfin, un suivi comme j'ai eu, et c'est vital. C'est plus que nécessaire. Pour moi, ça a été vital. Merci beaucoup Sandra, et du coup, je vais te poser quelques questions pour, Dis-moi. un peu en introduction après avec, l'intervention de madame Bossard. Du coup, dans ton parcours que tu décris, ça veut dire que c'est toi qui as sollicité le soutien psychologique, ça n'a pas été proposé par ton équipe de soins? Non, pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps, parce que c'est vrai que j'ai fait l'impasse dessus. Quand je dis: «Je sors chez mon chirurgien, merci madame, vous n'avez pas de chimio», ça veut dire que pendant 3 mois, je n'ai plus personne à qui en parler. Et c'est vrai que je suis sortie, on m'a rien proposé, parce que pour le chirurgien, lui, il avait réussi son opération, tout allait bien, et puis voilà. Et c'est vrai que, non, on me l'a enfin, mon gastro-entérologue m'en a parlé 3 mois plus tard. Mais moi, je m'étais mise dans une posture: «Ah mais attends Sandra, mais oh, hey, il y en a qui vivent pire que toi».
Il y en a qui vivent pire que toi, donc c'est bon, tu vas pas aller réclamer des séances de psy, alors que toi, mais de quoi tu te plains? Et c'est là que j'ai eu besoin de la psy, c'est sous-estimer tout ce qui m'est arrivé, en fait. Et pour justement compléter mon propos, on parle psy, et c'est vrai qu'après avoir rencontré des gens qui sont passés par là et qui m'ont fait comprendre, mais non, mais oh, sous-estime pas. Tu as eu. Il n'y a pas plus ni moins, tu as eu. Voilà. Alors, merci beaucoup Sandra. Je pense que votre témoignage va parler à beaucoup parce que ça fait un certain moment qu'on fait des webconférences avec Laure et c'est vrai que l'accès au psy, c'est souvent quelque chose qui est souligné. Le fait de tabou, je reprends vos mots, vous dites le cancer du colorectal, c'était pas glamour et c'est vrai que c'est un des cancers dont on a le plus de difficultés à parler. Je pense que Mme Bossard va en parler. Le fait aussi de quand on est à la fois proche et aidant, les aidants, c'est aussi un soin auquel ils ont accès et ne le savent pas toujours. Et parfois, enfin, comme dit souvent Laure, on demande des nouvelles du patient, mais on demande rarement des nouvelles de l'aidant. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on va laisser la parole à Madame Bossard qui va nous détricoter un peu tout ça, les tabous de je vais bien, je suis une warrior, etc. J'ai pas le droit de me laisser aller, enfin, ou au moins d'aller en parler à quelqu'un. Sandra, en tout cas, un énorme merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous, hein, on aura d'autres questions. Eh ben, je suis là. Alors, bonjour à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Sandra pour son témoignage, si honnête. Et je me permets de commencer rapidement, comme ça, s'il y a des questions, moi, j'aime beaucoup les échanges qui sont post-intervention. Donc, pour cette présentation autour des besoins spécifiques en termes de soutien psychologique des patients atteints de cancer colorectal, je voulais déjà un peu revenir sur les codes, les préjugés, pour un peu venir les casser, parce que c'est vrai que la discipline de la psychologie, ça génère beaucoup de représentations, parfois pas les meilleures. Et donc, voilà, je vais essayer déjà de déblayer le terrain sur les petites phrases qu'on peut se dire ou qu'on peut entendre parfois. Donc, les phrases qu'on a à peu près tous entendues, c'est notamment aller chez le psy, c'est pour les fous, ou alors j'ai un cancer, je suis pas fou folle, sous-entendu, c'est pas le psychologue qui va pouvoir m'aider. Donc, déjà pour casser ce code-là, je précise que la psychologie, c'est quand même une discipline qui est très vaste. On le verra sur la diapo juste après. Et alors, il y a effectivement des troubles très graves dont on entend parler à la télé ou qui sont fortement médiatisés dans les films, type la psychopathie, etc. Mais la psychologie, en fait, c'est prendre en charge une souffrance psychologique. Et donc le psychologue, il va vous aider dès lors que vous avez des idées du type je me sens pas bien en ce moment, je viens d'apprendre un diagnostic qui me touche, comment faire face à ça. Voilà, ça c'est une souffrance psychologique puisque ce sont des pensées envahissantes. Et donc il suffit pas d'être fou pour avoir besoin d'un besoin psychologique. Donc ce frein-là, déjà, on essaye de le supprimer. Deuxième idée qui vient, c'est pour les patients atteints de cancer, c'est que souvent, ce qui va être très handicapant, ça va être les symptômes qu'on a relatifs au traitement ou à la maladie. Et donc, les patients vont se dire, j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue, j'ai pas un problème mental, donc j'ai pas besoin d'un psy. Il faut savoir que le psychologue, il va intervenir et il va vous aider dès lors qu'un problème a un impact significatif sur votre vie quotidienne. Et la fatigue ou la douleur impacte considérablement la vie quotidienne des patients atteints de cancer. Donc, aller voir un psy pour un symptôme aussi lié au traitement est tout à fait pertinent. Troisième idée qu'on peut entendre, c'est je ne suis pas légitime, des gens souffrent plus que moi. Et donc là aussi, c'est ce qu'on a pu entendre dans le témoignage de Sandra. Et c'est assez terrible, en fait, ce genre de phrase, parce qu'on se rend compte que
pour d'autres choses dans la vie qui ne sont pas des souffrances psychologiques, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que si notre voisin de table, il a mal à la tête, par exemple, on ne va pas se dire « Tiens, il a plus mal à la tête que moi, donc je ne vais pas prendre un Doliprane ». Pourtant, on adopte ce même raisonnement pour le besoin psychologique. Vous êtes tout à fait légitime de voir un psy. Il n'y a pas un code, en fait, qui vous dit à partir de telle souffrance psychologique, vous avez le droit d'aller voir quelqu'un. Donc ça aussi, il faut supprimer cette idée-là. Et à aucun moment, le psychologue va vous renvoyer en vous disant « Bah non, vous n'avez pas besoin de moi ». Voilà. Il sera là pour accueillir votre souffrance et vos besoins. Ensuite, il y a les patients qui pensent ne pas en avoir besoin. Donc ça, c'est effectivement un gros frein. Donc il y a des gens qui en ont pas besoin et c'est très bien. Mais dans un contexte de diagnostic, il faut quand même pas minimiser la chose qu'on vient de vous apprendre, ou dans un contexte de maladie, si le diagnostic s'est bien passé, faut pas minimiser ce que vous êtes en train de vivre. Et je dirais qu'en psychologie, l'adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir compte aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la fatigue associée au cancer. Moi, je préfère tout à fait travailler sur la fatigue avec les patients avant qu'elle soit trop envahissante, plutôt qu'une fois qu'elle est là de manière sévère et envahissante dans la vie du patient. Donc, pour le besoin, pareil, il faut se poser les bonnes questions. Et alors, la dernière chose que je voulais souligner, c'est effectivement les personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je suis d'accord sur, par exemple, les professions libérales. Il peut y avoir certaines inégalités sociales d'accès aux soins parce que, on sait, les psychologues ne sont pas remboursés, par exemple, par la sécurité sociale. En revanche, si vous êtes pris en charge dans une institution, il faut savoir que depuis 2005, la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins, qui du coup dépend du ministère de la Santé, insiste énormément pour que les centres mettent en place de la médecine intégrative, donc c'est-à-dire des traitements médicamenteux associés avec les soins de support. Et dans les soins de support, on compte évidemment la psycho-oncologie, donc le soutien psychologique pour les patients atteints de cancer. Donc n'hésitez pas à demander à votre médecin s'il est possible d'avoir une prise en charge dans l'institution. On n'y pense pas forcément, mais voilà, très souvent, il y a une équipe de psychologues dans le centre et qui est prêt à vous aider. Voilà. Alors, j'enchaîne ensuite sur cette question-là qui me semble importante parce que je me rends compte que dans la population générale, on a un peu du mal à faire le tri entre toutes ces terminologies-là. Donc, notamment, c'est quoi la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psycho-énergéticien? Donc, pour faire simple, le psychiatre, c'est un médecin. Donc, il a fait des études de médecine spécialisées en psychiatrie. Et donc, notamment, c'est la personne qui peut vous prescrire des médicaments, par exemple des antidépresseurs. Le psychologue, lui, c'est un diplôme reconnu et protégé qui, du coup, vous devez prétendre de 5 ans de formation et de stage obligatoire de pratique. Après ce titre-là, donc, vous devez le présenter. Le psychologue, lui, n'est pas sur une optique de prise en charge médicamenteuse, c'est vraiment la prise en charge non médicamenteuse et qu'on appelle psychothérapie. Donc, lui, il fait un suivi avec vous, vraiment une prise en charge psychologique. Donc, le psychothérapeute, alors pendant très longtemps, les psychothérapeutes, c'était pas un titre protégé et donc ça pouvait être des personnes qui décidaient de s'installer en tant que psychothérapeute. Et donc ça a quand même posé beaucoup de questions parce que prendre en charge la santé mentale des gens sans avoir forcément une formation, ça posait question. Donc maintenant, c'est un titre qui est protégé notamment par l'Agence régionale de santé qui vérifie que les personnes qui posent une plaque de psychothérapeute justifient d'une formation d'au moins 400 heures en psychologie clinique et de stage. Donc, ce n'est pas l'équivalent d'un psychologue, mais au moins, ils ont quand même protégé l'appellation. Et donc, je fais le parallèle. Alors, j'ai choisi psycho-énergéticien, mais il y a beaucoup de disciplines ou de plaques qu'on peut voir s'installer qui commencent par psycho, mais qui, du coup, donc, ne sont pas reconnues, ne sont pas des diplômes. Donc, j'ai quand même marqué qu'il y a une intention de soin parce que je ne blâme pas ces personnes. Je pars du principe qu'elles veulent faire du bien, mais il me semble important quand même de préciser aux patients ou aux personnes qui recherchent de l'aide de faire attention en fait entre une personne qui a été formée
voilà, qui a dédié sa formation à vraiment la prise en charge du patient versus une personne qui s'est dit: «Ben, je suis faite pour ça», sans forcément recevoir de formation. Donc voilà, ça c'était, aussi important, pour moi de le souligner. Donc, j'enchaîne après, cette présentation sur, les tabous, notamment autour du cancer colorectal, puisque, ben, comme, ben, l'a pu aussi, dire Sandra, c'est pas très glamour. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, beaucoup, autour de ce cancer-là. On sait les problèmes que ça fait sur le dépistage, hein. Les gens, ben, c'est un frein au dépistage, hein, ce tabou-là, mais c'est aussi un frein sur le choix d'en parler, de se confier ou de voir un psychologue. Parce que ça implique, de discuter de la maladie et il y a beaucoup de tabous autour de cette maladie. Parce que, ben, c'est un cancer qui touche le rapport au corps, notamment quand vous avez une stomie. Voilà, c'est quelque chose qui est particulier. Alors si le psychologue est dans le centre qui est spécialisé en psycho-oncologie, il sera tout à fait, voilà, à même, de comprendre, cette particularité-là. Après voilà, pour certains patients, c'est pas évident, de parler de ça, d'accepter, ce nouveau, rapport au corps et ça crée, beaucoup de freins. Ensuite, il y a aussi le rapport à l'intimité. On sait que, bon, pas que dans le cancer colorectal, mais les traitements associés au cancer peuvent avoir, du coup, un impact sur la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose qui est très tabou, et donc ben, pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'aborder. On a reperdu. Je suis revenue normalement. Donc la sexualité, c'est pas quelque chose qu'on a envie, d'aborder. D'ailleurs, il y a même des patients qui mettent plusieurs séances avant d'aborder ce qui était vraiment problématique, comme par exemple la sexualité. Donc on voit que ça, c'est aussi un gros frein, à en parler, alors que bon, encore une fois, il y a aucun tabou, à avoir, là-dessus et c'est aussi, une maladie qui touche le rapport à l'identité, pour le fait, ben, voilà, il y a des gens qui ont du mal avec le fait d'assumer, qu'ils ont mal, qui ont du mal à assumer qu'ils sont fatigués, voilà. Ça rejoint un peu ce que disait Sandra sur cette injonction, au pas au bonheur, mais cette injonction à être fort et à être souriant et cetera. Donc c'est ce que j'ai noté en dessous, en fait, c'est cette injection au combat. Et d'ailleurs, quand on écoute le discours des patients, ils nous disent, hein, ben, moi, j'aime pas quand on me dit, «Il faut que tu te battes», parce que, enfin, voilà, en fait, c'est pas c'est pas une bataille et puis c'est normal de flancher à un moment donné et ça veut pas dire que tout est perdu. Donc il y a ça aussi qu'on peut travailler, en psychothérapie, notamment avec, l'acceptation. Voilà, travailler sur, ben, sur la légitimité des sentiments et que oui, on a le droit de baisser les bras et que oui, on a le droit de se sentir plus fort par moment. Voilà, ça fait partie, de la vie, c'est pourquoi on est, voilà, humain. Donc voilà, si vous ressentez tout ça, c'est tout à fait normal et encore une fois, on peut vous aider sur ces aspects avec le soutien psycho. Après, il y a sur cette question du tabou, il y a la différence, culturelle. Par exemple, il y a des études qui sont faites, puisque du coup j'ai cette, casquette, chercheur, qui sont faites au niveau des prises en charge psychologiques et on propose pas mal de prises en charge psychologiques en groupe. C'est vrai qu'on va travailler en groupe sur un besoin pour, bah, les groupes de parole et cetera. Ça marche assez bien au niveau des par exemple, outre-Atlantique, aux États-Unis et on se rend compte qu'en France, ça marche pas très bien. Et donc ça, une des raisons pour lesquelles ça marche pas très bien en France, c'est que, ben, c'est une raison culturelle. En France, on est vraiment plus pudique dans la démonstration de nos émotions. On laisse rien paraître et donc, bah, les groupes de parole, ça fonctionne pas très bien parce que les gens se limitent à leurs tabous, alors que s'ils étaient en face à face individuel avec le psychologue, ils se livreraient beaucoup mieux et donc le travail serait aussi, beaucoup plus efficace. Et enfin, il ne faut pas oublier les différences, liées, au genre. Alors ça va peut-être changer maintenant avec les nouvelles générations, mais c'est vrai que, bah, il y a une injonction à contenir ses émotions quand on est un homme, et ce depuis l'enfance, hein, «Ne pleure pas, tu es un petit garçon». On se rend compte dans les études psychosociales que les hommes participent beaucoup moins aux études lorsqu'il s'agit d'étudier les émotions, la qualité de vie et cetera. C'est une réalité. On a toujours autour de 60-70
70% de femmes par rapport aux hommes. Et les hommes aussi sont beaucoup moins dans le partage émotionnel ou en tout cas dans la recherche de soutien. Voilà, ils sont plutôt isolés dans leur souffrance, donc ils ne se confient pas, mais parce qu'en fait, ils ont grandi dans ce modèle-là, ou alors parce qu'ils pensent que c'est futile, ou alors parce qu'ils sont dans la honte. Donc voilà, ça aussi, il faut casser ce code-là, ce tabou, et voilà, si vous avez un besoin, il est tout à fait légitime de demander à avoir un psychologue pendant la maladie ou même après. Là, je remets juste une étude qui a été faite pour questionner en fait quels étaient les freins. Donc, quand il est question d'aller voir un psychologue chez les patients atteints de cancer, vous voyez que le plus gros frein, c'est les patients qui estiment qu'ils n'en ont pas besoin ou qui vont chercher du soutien ailleurs. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, ne pas en avoir besoin, faut voir comment vous avez estimé que vous n'avez pas besoin, et retenez que la psychologie, voilà, c'est comme la douleur, vaut mieux la prévenir que la guérir une fois qu'elle est trop sévèrement installée. Après, il y en a qui déplorent un manque d'information. Donc ça, voilà, c'est le but aussi de ma présentation, c'est de sensibiliser et de dire que ça existe et dire ce que c'est pour un peu casser les codes et dire que c'est présent dans les institutions. Après, il y en a qui disent avoir peu de confiance dans les services. Alors ça, c'est très dommage. C'est peut-être aussi de venir réfléchir la discussion en fait soignant-soigné qui peut largement être améliorée, on le sait, notamment sur les annonces au diagnostic, etc. Et puis, vous voyez aussi pas mal de perceptions négatives ou de préjugés. Donc, bon, vous comprenez peut-être l'essence du début de ma présentation pour casser ces perceptions et ces préjugés. Alors, je prends le relais pour vraiment insister sur quels sont les besoins. Alors, les besoins ne se limitent pas au moment du diagnostic. Donc, bien sûr que s'il y a un traumatisme par rapport à l'annonce, s'il y a eu un manque d'information, si vous avez ressenti un moment de panique, ou si vous êtes, par exemple, à 5 ans de votre diagnostic, mais que évoquer le moment du diagnostic est toujours problématique pour vous, ça, par exemple, ça peut être la raison de faire un suivi psychologique avec un psychologue. Donc, ça peut arriver au début. Ensuite, ça peut être un besoin de parler du vécu de la maladie, c'est-à-dire quel impact dans ma vie, qu'est-ce que ça a changé en termes d'organisation familiale, qu'est-ce que ça a changé au niveau de mon travail. Vous avez des personnes qui doivent arrêter de travailler alors que le travail, c'était toute leur vie. Ça remet tout en perspective. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec le psychologue. Et après, vraiment des choses plus spécifiques pour apprendre en fait à vivre avec la maladie et même sur les symptômes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez de la fatigue, de la douleur, vous pensez que le psychologue ne peut pas vous aider et pourtant si, il a des outils pour vous apprendre à gérer les douleurs et apprendre à gérer la fatigue. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, que de très bonnes raisons d'aller voir un psychologue. Et je rajoute aussi ce qu'on a un peu évoqué alors je ne sais plus si c'était Sandra ou c'était dans l'introduction après de mon intervention, mais le psycho-oncologue, il peut également être une ressource pour l'aidant et pour l'entourage. Et donc, il y a de plus en plus de travaux qui montrent que l'aidant peut aussi avoir une altération de son état de santé. Et donc, de plus en plus d'aidants aussi ressentent le besoin d'aller voir un psychologue suite à la maladie de leurs proches. Donc, c'est vraiment un très large champ. Alors après, je voulais aussi insister sur une chose, c'est que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu un psychologue, mais n'ont pas été convaincus. Il y en a quand même pas mal, moi j'en ai rencontré, voilà, qui m'ont déjà dit « Ah bah si, j'en ai vu un, ça ne m'a pas du tout plu et j'ai arrêté ». Je reprécise qu'il y a vraiment différentes façons de faire de la psychologie. C'est pas 5 ans d'études pour rien, c'est parce que vraiment, historiquement, il y a eu différentes façons de faire. Il existe plusieurs façons de se former à la psychologie parce qu'il existe plusieurs courants de pensée. Vous avez par exemple les psychanalystes qu'on entend beaucoup. En France, il y a eu un gros historique vis-à-vis de la psychanalyse. Après, vous en avez plus qui sont par exemple comportementalistes.
Et donc, les comportementalistes, alors ce sera plus moi, mon champ, je n'ai jamais demandé à un patient qui me parle de son enfance, de choses traumatiques, de son rapport à lui. Voilà, moi, je me suis toujours concentrée sur le problème à l'instant T et trouver des solutions avec, par exemple, des exercices, etc., pour améliorer cet état à l'instant T. Donc, ce sur quoi je veux insister avec cette présentation, c'est que voilà, ne vous arrêtez pas à la première expérience que vous avez avec un psychologue. Et voilà, j'ai tendance à dire que le psychologue, c'est comme un coiffeur. Vous allez devoir en essayer peut-être plusieurs pour trouver celui qui vous convient bien. Donc, coiffeur ou dentiste ou tout spécialiste qui prend soin de vous. Voilà, si on va un jour chez le coiffeur et qu'il nous coupe très mal les cheveux, je suppose que derrière, vous n'allez pas vous empêcher de vous couper les cheveux, vous allez trouver un autre coiffeur. Ben, et essayez d'adopter la même démarche avec un psychologue. Si le premier ne vous a pas plu, c'est peut-être que son approche ne vous a pas plu et que quelqu'un d'autre avec une approche différente pourrait vous aider. Voilà. Et alors enfin, plus précisément, parce que là, j'ai fait quelque chose de très général. Moi, je vous disais tout à l'heure que je travaille sur la fatigue associée au cancer. Donc, vous pourriez vous demander pourquoi une psychologue travaille sur un symptôme physiologique comme la fatigue. Mais la fatigue, en fait, est peut-être extrêmement liée à l'état psychologique. Et du coup, moi, j'ai eu à cœur de travailler à l'ICM pour casser un petit peu le discours médical sur la fatigue, c'est uniquement dû au traitement ou à la maladie, parce que je disais aux médecins, mais en fait, si vous dites ça aux patients, ils n'ont aucun moyen d'aller mieux, parce qu'ils ne peuvent pas changer la maladie et ils ne peuvent pas changer les traitements. Donc, j'ai fait tout un travail pour montrer que en fait, la fatigue, elle était due à d'autres choses, et notamment des variables psychologiques. Et ce que j'ai montré, c'est que les patients qui étaient déprimés ou en tout cas avec des idées un peu dépressives, qui avaient peu de sentiments de contrôle sur leur maladie et qui adoptaient des stratégies inefficaces pour faire face, et ben, c'était les patients qui étaient les plus fatigués pendant les traitements. Et ce constat, en fait, c'était chouette parce que ça permettait de donner des possibilités d'action. C'est-à-dire que sur ces variables comme ça d'idées dépressives, de perte de contrôle et de stratégies pas adaptées, ben, on peut tout à fait travailler avec un programme d'intervention psychologique. Donc, c'est ce que je suis en train de mener actuellement. Donc, je suis désolée, j'ai pas les résultats, mais je suis assez convaincue que ce sera efficace. Et donc, je vous montre un exemple, mais vous voyez que sur 6 séances, il n'y en a pas une où on travaille que sur le sentiment d'être fatigué, c'est sur plein d'autres choses. Et en fait, par effet rebond, ça permet derrière d'avoir vraiment une amélioration de l'état de fatigue. On pourrait imaginer le même type de programme sur de la douleur. Ça se fait beaucoup au niveau de la recherche en psychologie. Voilà. Donc, en conclusion, parce que je ne sais pas si j'ai parlé un peu trop, mais vous êtes tout à fait légitime dans vos ressentis, vos émotions, quel que soit le moment de la maladie. Il y a des professionnels qui existent et qui veulent vous aider. Le psychologue, il peut aussi vous aider sur des symptômes physiques. Donc, ne vous arrêtez pas juste à la souffrance psychologique. Ne vous arrêtez pas non plus à la première rencontre. Essayez plusieurs psychologues si vous le pouvez. Et surtout, voilà, au-delà du soutien psycho, n'oubliez pas de communiquer et partager. Mais je suppose que cette association vous le permet à merveille. Donc, il me semble que j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup et je profite de cette fin de diapo pour vous rappeler ou pas que je mène une enquête actuellement et que voilà, si vous êtes désireux de participer à cette enquête, vous pouvez contacter la personne que j'ai indiquée sur le mail juste en dessous. Merci beaucoup à tous. Formidable et merci beaucoup. On remettra une actualité sur cette enquête cancer colorectal et soins de support et notamment pour travailler sur la fatigue avec vous. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. On a une première question. Un suivi psy est-il indispensable avant le retour au travail? Voilà, est-ce que c'est un travail spécifique qui permet d'éclairer finalement sur les capacités à reprendre? Ça, c'est assez transverse aussi. On voit beaucoup de personnes qui se sentent un peu
vulnérables, en tout cas qui ont beaucoup d'appréhension avant de reprendre leur activité. Quelle est votre expérience conseil là-dessus? Alors, il y a beaucoup de travaux, hein, en psychologie, sur le retour au travail. Alors indispensable, je dirais non, parce qu'il y en a beaucoup, qui ne le font pas, mais je dirais que enfin, moi, ça me semble essentiel, en tout cas, parce que, du coup, ça permet parce qu'en fait, si vous voulez, la maladie, peut changer beaucoup de choses, notamment en termes d'objectifs de vie, et de la place, en fait, aussi du travail dans nos vies. Et donc on peut avoir cette crainte de reprendre le travail en se disant: «Mais je vais pas assurer comme avant» et cetera. Et donc voilà, en fait, le psychologue peut vous aider, vous montrer aussi, qu'il y a des temps thérapeutiques et cetera, et vous faire travailler sur accepter que ce sera pas comme avant. Et ça, je pense que c'est essentiel pour bien vivre le retour au travail. Donc c'est pas indispensable, mais par contre, si on peut le faire, je pense que c'est évidemment, une aide, énorme. Merci beaucoup pour votre présentation extrêmement claire et vos exemples vraiment très, très imagés. Est-ce qu'il y a un moment, alors je pense que vous allez me répondre, je ne vais pas prédire votre réponse, on va voir, où on a besoin plus d'un psy? Est-ce que c'est au moment de l'annonce? Est-ce que c'est au moment des traitements? Est-ce que c'est au moment du retour au travail, de l'après-cancer? Bah, en fait, là, c'est vraiment personne dépendant. C'est un peu ce que je disais dans la présentation, il y a les personnes, c'est vraiment, le moment du diagnostic qui est difficile, et après, ben, ça voilà, ils ont pas en termes de vécu de la maladie, c'est pas là où ils en ont le plus besoin. Après, il y a des gens, c'est vraiment pendant la maladie, et puis de toute façon, c'est là que l'offre de soins se fait le plus. Mais par contre, je rebondis aussi sur ce que disait Sandra, parce que ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le discours des patients, c'est vraiment ce côté, après, en fait, je me suis sentie très seule. Donc, comme elle expliquait après sa chirurgie, il y a beaucoup de patients atteints de cancer qui disent que pendant, 6 mois de traitement, 1 an, ils sont non-stop à l'hôpital à faire des consultations et cetera. Ils sont hyper suivis, et d'un seul coup, du jour au lendemain, ils sont seuls. Et c'est cette chute-là, en termes de soutien, qui effraie, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, en fait, ont besoin de s'inscrire dans des assos ou d'un suivi psy, une fois que la maladie ou les traitements sont finis. Donc ça dépend vraiment des personnes. Merci beaucoup. On a une question de Guillaume qui rebondit sur votre travail sur la fatigue. Est-ce que vous avez des exemples concrets finalement d'exercices ou de démarches qui peuvent participer à se sentir mieux face à cette fatigue? Oui, alors au niveau international, la première recommandation, déjà, c'est intéressant de le souligner, c'est que c'est pas du tout médicamenteux, ce qu'on propose. Donc au niveau international, ce qui est le plus efficace pour lutter contre la fatigue associée au cancer, c'est l'activité physique. C'est pour ça que d'ailleurs dans les unités de soins de support dans les institutions, il y a, nutrition et activité physique qui sont, beaucoup, proposées aux patients. Et après du coup, si vous voulez, moi, quand j'ai fait mes premiers travaux et que j'ai lu ce constat, je me suis dit: «Bah, OK, c'est l'activité physique, mais il y a plein de personnes pour lesquelles l'activité physique, n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire ou qu'ils veulent faire». Et donc du coup, à même échelle d'efficacité, il y a les interventions, psychosociales. Et donc notamment les interventions, psychologiques. Et donc c'est pas des exercices, enfin, moi je parle d'exercices dans mon programme parce que j'ai une approche, en thérapie cognitive et comportementale, donc on fait beaucoup travailler le patient, avec des exercices, à la maison et cetera. C'est assez scolaire, mais là comme ça, j'aurais pas nécessairement d'exemple, si ce n'est de faire une thérapie en TCC par exemple, donc thérapie cognitive et comportementale. Alors, moi j'ai une question de Colette qui vous pose une question. Ne pensez-vous pas que l'oncologue pourrait au début du parcours insister sur l'importance d'avoir un soutien psy si cela pourrait stimuler les patients réticents à y aller quand on sait que, bien sûr, le cancer va bouleverser beaucoup d'aspects de la vie du patient ou même des proches? Ouais. Ben, si, en fait, ça aiderait beaucoup, pour 2 raisons. Enfin,
En tout cas, alors, on a vu tout à l'heure, par exemple, un des freins au soutien psycho, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'informations. Donc, ça aiderait parce que du coup, ça permettrait dans la tête du patient ou de la patiente de se dire, bah, ça fait partie du parcours de soins, c'est assez normal et attendu, donc au moins ils se sentent légitimes. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance à ce que les mentalités changent au niveau des oncologues. Mais si vous voulez, moi, j'ai commencé en 2014 à me retrouver en face des oncologues qui me disaient bah, ils sont fatigués parce qu'ils sont malades et ils vont pas plus loin, en fait, et qui sont pas convaincus par l'utilité de la psychologie qui, pour eux, c'est de l'ordre de la philosophie, quoi. Ce n'est pas, voilà. Donc, ça va mettre du temps, je pense, à bouger. Je pense que quand on voit le temps de consultation, même consultation d'annonce qui est de 10 minutes, avant qu'ils pensent à dire vous avez besoin d'un suivi psy, ben voilà, il y a du boulot à faire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que s'ils le faisaient, ça changerait tout, parce que quand on voit l'importance de la blouse blanche sur la décision de suivre un traitement ou pas, en fait, si quelqu'un en blouse blanche nous dit vous pouvez aller voir un psy, ben la majorité le font. Donc ça changerait beaucoup. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que nous, à notre niveau associatif, et puis avec le travail qu'on mène avec Oriane en termes de communication de l'expérience patient, c'est aussi très fort, je pense, d'entendre des témoignages de patients. Et on a quelques hommes, par exemple, dans mon réseau cancer colorectal, qui ont fait pas mal de soins de support, qui sont allés chercher de l'aide et qui en parlent. On a des patients qui là aussi, partagent, on va dire, l'impact positif de tout ça. Et nous, on pense que si on pouvait plus le dire auprès, par exemple, de congrès, etc., sensibiliser les soignants à ce qui aide véritablement les patients, et qu'ils aient des retours concrets de oui, ça change la donne, parlez-en au bon moment dans le parcours de soins pour aider les personnes à... On voit des grandes différences, nous, entre nos réseaux. Par exemple, sur le cancer du sein, il y a beaucoup plus l'habitude d'orienter les patients vers un certain nombre de soins de support, dont la psychologie, mais vraiment beaucoup plus que dans le cancer colorectal. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Je propose à Sandra, peut-être, qui a fait son témoignage en début de rencontre, de reprendre la parole, si elle le souhaite, interagir, rebondir, vous poser des questions. En tout cas, voilà, à toi aussi de poursuivre ton témoignage et ton échange. Ok. À quel niveau? Là, je ne sais pas, c'était pour... C'était juste pour savoir, par exemple, par rapport à la présentation, par rapport à ce qui a été décrit, tu vois, sur s'il y a des choses qui t'ont marqué, intéressé, ou si par rapport à aujourd'hui, ta reprise de travail, enfin, tu vois, à quel moment aller voir le psy, enfin, comme tu veux, il n'y a pas de... C'est juste une proposition de rebond si tu souhaites. Moi, quand j'entamais... alors déjà, bon, je suis allée voir une psychothérapeute, j'avoue. Donc, voilà. Bon, donc je suis allée voir une psychothérapeute. Mais moi, la prise du travail, au bout de 3 mois, pour moi, c'était la solution à mon mal-être. C'est-à-dire, oh là là, moi, Netflix toute la journée, c'est bon, là, j'en ai marre de ressasser. Il faut que j'y retourne. Donc, mon médecin généraliste paraissait plus ou moins convaincu, m'a dit, OK, bon, ben, à mi-temps thérapeutique. OK, donc j'y suis retournée. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être revenue dans un environnement vraiment bienveillant, où tout a été fait, voilà, pour pas de stress, pas, voilà. Sauf que je me suis très vite rendu compte que il y avait un avant et un après, hein, c'est ce qui a été dit par Mme Bossard, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et au travail, il est évident que je n'étais plus la même. Voilà, je n'étais plus la même, tout simplement. Donc, je suis restée à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois, et puis je dis, tiens, si je retournais à temps plein, voilà une merveilleuse idée. On va y retourner à temps plein. Et puis, là, donc déjà, au bout de 3 mois, bon, la bienveillance, elle est toujours là, mais bon, on ne va pas non plus rester bienveillant pendant des années. Donc, je suis repartie à temps plein, et là, c'était comme en 40, quoi. Et on m'avait prévenu sur le réseau patient, on m'avait dit, attention, je dis, oh, t'inquiète, bille en tête, je suis partie. Et puis, je me suis cassée, excusez-moi l'expression, je me suis cassé la gueule au bout de 5 mois. J'ai fait un burn-out. C'est-à-dire qu'entre la charge mentale d'un passé qui n'était pas réglé, la charge mentale du cancer, la charge mentale des traitements tous les 3 mois, se stresser pour un oui, pour un non, pour une petite douleur, pour une prise de sang, pour un scanner, j'ai craqué en fait. J'ai craqué, et quand tout à l'heure la question a été posée sur le retour au travail,
Je me dis oui, en fait, il faut régler ce problème-là avant, parce que c'est pas le travail qui va régler le problème psychologique. C'est pas, on tourne pas la page d'un cancer en retournant au travail. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, le travail, c'est pas non plus toute ma vie. Donc, la réalité de la vie fait que ce n'est pas la solution. Voilà. Ça, c'était ma petite expérience. Merci beaucoup, Sandra. Alors, Madame Bossard, on a une question de Cyril qui demande est-ce que les soins psy font partie de ce panier des soins oncologiques de support qui sont reconnus par l'Institut national du cancer? Oui, évidemment, et ils font même partie des quatre du socle, en fait. Il y en a 4 de socle et après 5 complémentaires, et lui, il est parmi les 4 socles. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de la directive de 2005, là, de la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins. Il est vraiment écrit noir sur blanc d'intégrer les soins de support et notamment la psycho-oncologie et la prise en charge de la douleur. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Donc, ils ne peuvent pas nous dire. Moi, c'est souvent la carte que je joue quand j'essaye de mettre en place des études dans les hôpitaux. Je dis si vous êtes obligé. Voilà. Moi, j'ai une question un peu culturelle, puisque vous travaillez sur ces questions. Alors, on a parmi nos patients, on a Mike, qui est un patient anglo-saxon. Alors, il est un peu grippé aujourd'hui, donc il n'est pas connecté. Mais je vais remettre il a témoigné dans une structure européenne qui s'appelle Digestive Cancer Europe sur, justement, en tant que patient, son besoin d'accompagnement et ses difficultés à trouver cet accompagnement. Et du coup, est-ce que culturellement, les anglo-saxons, les hommes, entre guillemets, ont plus d'accès, enfin, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous avez, entre guillemets, des conseils, notamment pour nous qui, sur un certain nombre de nos réseaux, avons des patients qui sont en moins grand nombre que les patienteux, mais qui sont quand même là, pour mieux les informer, peut-être développer des contenus plus spécifiques. Est-ce qu'il en faudrait? Enfin, quel est votre regard sur cette réalité pour mieux accompagner les hommes? Parce que nous, on a l'impression, pour une fois, les femmes sont plus gâtées que les hommes quand elles sont... Enfin, en tout cas, elles sont plus aptes à demander et à recevoir de l'aide. Et dans les parcours de soins, on voit des patients qui sont quand même extrêmement... c'est très compliqué pour eux. Et du coup, on aimerait mieux les aider. Oui, alors, vous l'avez dit, c'est des différences culturelles. Alors, moi, du coup, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question, mais c'est vrai qu'en France, il y a vraiment ce côté on garde nos émotions. Ça, c'est quelque chose de très culturellement ancré, encore plus chez les hommes. Et alors, vous parlez de ce qu'on peut faire en milieu associatif, mais j'ai participé plusieurs fois à des soirées, notamment organisées par des collectifs féministes. Bon, alors c'est pas du tout dans le champ du cancer, mais il y avait eu 2-3 soirées autour de la vulnérabilité masculine. Et donc, il y avait eu beaucoup d'hommes qui avaient participé à cette soirée-là du comité féministe. Et la plupart, en fait, du coup, avaient remercié l'organisation de cette soirée en disant merci parce que du coup, je me sens légitime d'évoquer ma vulnérabilité, ce qui n'est pas faisable en contexte ordinaire. Et donc voilà, ça montre, enfin moi ça m'avait montré à quel point en fait ils ont très peu d'espace pour exprimer leur vulnérabilité, que du coup si on est en groupe de parole, ça peut être aussi compliqué parce que aussi culturellement il y a ce côté de je suis mieux, je suis plus fort, je suis voilà, et donc que ça marche mieux en individuel. Donc, en fait, je pense qu'il faut sensibiliser un peu à ce que j'ai fait là en cassant les codes et parce que, en fait, c'est en faisant l'expérience qu'ils vont se rendre compte que ça fait du bien d'être vulnérable face à quelqu'un et d'en parler. Je pense que c'est de la sensibilisation qu'il faut faire. Merci. Très intéressant. Sandra avait une question à poser et pendant qu'elle ouvre son micro, il y a une chance quand même qui est incroyable sur mon réseau cancer colorectal, c'est qu'il y a 2 co-responsables, un homme et une femme. Donc, ça donne l'aspect justement des Et deux. je pense que Cyril fait un travail incroyable parce que
l'occasion d'applaudir. Bah, non, mais parce que du coup, Ouais. je trouve pour les actions qu'il mène, donc désolée Cyril, je parle en ton nom, mais que du coup, enfin pour moi, c'est l'image de l'homme fort en fait. Et pourtant, il parle de choses et de parfois de vulnérabilité et voilà, ça casse les codes aussi derrière cette injonction qu'on a à mettre sur les hommes, à être fort, à tenir le coup, à pas avoir de problème. Et donc voilà, c'est super, je pense, pour l'assaut d'avoir Cyril avec vous. On aura Cyril lundi soir pour une webconférence sur tout ce qui est kiné. Là aussi, on va aborder sans tabou des vulnérabilités bien réelles. Mais du coup, il y avait une question de Cyril, De j'ai vu Sandra. Oui. sur la sexualité, je crois. Ah non, même pas. Non, non. Moi, c'était par rapport à la culpabilité, en fait. C'est-à-dire qu'on se Ouais. sent coupable de son cancer, ce qui est mon cas, parce qu'on présente des facteurs de risque, voilà. Et alors, c'est valable peut-être pour le cancer du poumon, pour les fumeurs, le cancer colorectal, ah bah, t'as trop mangé, ah bah, t'as du surpoids, ah bah, t'as pas fait d'activité physique, enfin, tout ce qu'on veut. Et c'est cette gestion, justement, de la culpabilité. On a beau me dire, mais non, c'est pas de ta faute. Moi, ça reste quand même, si, pour moi, j'ai une part de culpabilité. Justement, comment gérer, enfin gérer. Et déjà, je pense que c'est normal, mais gérer justement cette culpabilité, en fait. Ouais, alors, du coup, alors elle est tout à fait compréhensible, parce que vous l'avez très bien décrit, il y a les facteurs de risque. On a tendance à mettre en avant, les comportements de santé parce que c'est là-dessus qu'on fait de la prévention. Mais bon, les chiffres sont quand même, que c'est pas eux qui enfin, en majorité, c'est pas les comportements qui vont créer les cancers. Donc voilà, il peut y avoir cet amalgame de faits et donc les patients qui ressentent de la culpabilité. Je sais que ça, en psychologie, ça se travaille, notamment parce que c'est quelque chose de phare qu'on appelle, nous, psychologues, l'attribution causale interne. Donc c'est un mot compliqué, mais voilà, qui veut dire qu'on s'attribue les causes de quelque chose. Quand c'est une réussite, c'est très bien, hein, parce que du coup, ça augmente l'estime de soi. Mais alors, quand c'est quelque chose de difficile, type un diagnostic, c'est vrai que ressasser ce genre d'idées, ça ne fait que dégrader le bien-être. Et donc ça, typiquement, ce sont des pensées envahissantes qu'on peut travailler en psychothérapie, notamment en travaillant sur le degré de certitude qu'on a envers ce type de pensée. Et au fur et à mesure du suivi qu'on a avec le psychologue, se rendre compte qu'en fait, c'est des pensées soit irrationnelles, soit qu'on peut juger. Alors là, par exemple, Sandra, vous êtes actuellement à 80% si je vous demande le degré de certitude que vous avez de cette pensée. Et au fur et à mesure de la psychothérapie, vous arrivez à 20% de croyance. Et donc, du coup, vous avez beaucoup moins ce ressenti de culpabilité. Ok, merci. Voilà. Donc, vous pouvez le travailler aussi avec votre psychothérapeute, ça. Merci. Moi, je voulais rebondir effectivement sur la question et l'implication de Cyril autour de finalement quel est le rôle du psychologue quand il accompagne une personne notamment touchée par un cancer colorectal sur l'aider à exprimer ou à être au courant ou en tout cas le retentissement sur la vie intime et sexuelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez systématiquement abordé et comment est-ce que ça fonctionne? Nous, on a donc dans cette communauté cancer colorectal, la réalité des traitements, qu'ils soient chirurgie, radiothérapie, etc., font qu'il y a un impact important, sans compter les traitements médicamenteux qui viennent en rajouter, je dirais. Il y a l'image de soi, il y a la stomie qui peut être là, enfin, c'est quand même complexe. Il y a donc, j'ai remis le lien, Colette et Cyril, nos patients experts ont lancé une grande enquête extrêmement ambitieuse sur justement mieux comprendre les situations, les réalités des patients donc face en termes de vie intime et sexualité face au cancer colorectal. Voilà, donc en termes de au niveau psychologique, est-ce que vous, c'est quelque chose est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez une façon d'aborder ces thèmes systématiquement avec vos patients? Alors, moi personnellement, pas du tout parce que du coup le suivi patient que j'ai fait, c'est, essentiellement, c'était essentiellement sur la question de la fatigue et puis après du bénévolat dans une association plutôt sur la question du retour au travail. Donc cette question-là, je l'ai pas abordée, si ce n'est quand je me suis intéressée à développer des questionnaires qui mesuraient la satisfaction sexuelle chez les patients atteints de cancer. En revanche, alors c'est pas systématique puisque ça dépend encore une fois des personnes. Vous avez des personnes pour qui c'est un réel besoin et plaisir et que voilà, il y a eu un avant-après. Donc là, évidemment, il faut travailler
travailler dessus. Vous avez des personnes après qui ont tout à fait accepté que pendant un certain temps, ça pourrait pas être possible, enfin voilà, qui sont au clair avec ce qui se passe. Donc c'est vraiment besoin dépendant. Et après, ça rejoint la question que j'avais dans les questions là. Du coup, savoir s'il y avait, enfin, je sais plus la question exactement comment elle est tournée, mais pour l'impact sur la vie intime et sexuelle des actions, des solutions, pardon. En fait, vous pouvez voir même un spécialiste de la question, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues, sexologues, et dans ces cas-là, c'est le meilleur suivi, je pense, pour ce genre de questions. Il y a des personnes, alors je reviendrai plus sur les noms, mais qui travaillent sur cette question de la sexualité liée au cancer et qui doivent du coup connaître aussi des thérapeutes qui s'occupent de ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Alors, moi, j'en vois plus. Sandra, est-ce que vous voulez la parole pour un mot de conclusion par rapport à votre avis avant la webconférence, les apports de Mme Bossard? La présentation était ultra complète et encore une fois, à la fin de la présentation, je me suis dit: «Ah non, mais en fait, je suis normale». Enfin, je suis normale. Mes réactions et mon ressenti sont tout à fait normales. Mais ça, il faut que quelqu'un nous le dise. Voilà. Et c'est à ce moment-là, tant que personne nous le dit, on est sur une autre planète. Et pendant la maladie, on est sur une autre planète. On n'est plus forcément sur la même planète que nos proches. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, d'ailleurs, je remercie Mme Bossard cette présentation, parce que vraiment, que j'ai regardé vraiment slide par slide, parce que c'était tout, en fait. C'était tout était vrai pour moi, en fait. Donc, voilà. Donc, vraiment un grand merci. Voilà. Sinon, moi, j'ai plus de... Non, pour moi, c'était vraiment complet. Et Sandra, je crois que vous aviez évoqué le fait de nouveaux mots que vous aviez appris lors de votre annonce, STOMI, etc. Ça a commencé par SECOM, voilà, on devient expert en anatomie, SECOM, STOMI, enfin poche. Oui, c'est pas les super mots qu'on a envie d'entendre. Alors justement, Laure, il y a eu un gros travail sur tout ce qui est STOMI. Je te laisse en parler. Alors en fait, je peux vous annoncer, je vais vous mettre dans le chat, on a le lien depuis tout à l'heure, on communiquera plus largement en milieu de semaine prochaine, mais dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. Donc ça fait un grand moment en fait que Colette, Cyril ont, j'allais dire, mis sur pied, et puis ça fait plus d'1 an que Cyril travaille avec toute une équipe de patients témoins, mais aussi de professionnels autour de l'astomie. Et donc, on va lancer une série de vidéos qui s'appelle « Ma vie avec l'astomie », qui a justement pour objectif d'informer sans tabou, de façon claire, sur toute une série de questions. Donc, les personnes qui vont être confrontées à une stomie, qui vont vivre avec de façon temporaire ou définitive. Donc, c'est une série de vidéos de quelques minutes, donc qui répondent à des questions. Et on va lancer ça à la Cité de la Santé, qui est, on va dire, un département, un espace à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, qui se fait donc en satellite de l'exposition Cancer, donc notre association Patients en Réseau et association partenaire de l'exposition Cancer à la Villette. Et comme tout le monde n'habite pas la région parisienne, c'est un événement hybride, donc la table ronde de lancement sera donc accessible en ligne. Et donc voilà, je vous ai mis dans la conversation le lien d'inscription, donc soit en présentiel, soit en ligne. Et on sera ravis de continuer à informer, de casser les tabous, et en fait que finalement qu'il y ait un niveau d'information beaucoup plus facile d'accès pour les personnes, et que ça aide aussi à aller voir les professionnels, psychologues, oncosexologues, etc., avec des questions précises. Et puis bien sûr, sur le réseau, mon réseau cancer colorectal, on peut échanger, il y a des groupes dédiés, notamment il y a un groupe pour les personnes qui ont une stomie, il y a un groupe pour les personnes qui ont envie de parler de leurs trucs et astuces ou leurs ressentis sur tout ce qui est question vie intime, sexualité. Il y a plein d'autres groupes, et merci d'ailleurs à tous les patients et proches qui font vivre ces réseaux, parce que sans eux, il n'y aurait pas cette réalité. Et puis merci Sandra aussi d'en avoir dit, d'avoir partagé le fait que ça t'avait fait du bien à un moment donné de ton parcours. Donc, Mais ça c'est continue. ce qu'on essaie de créer. Voilà.
Eh bien, écoutez, on va clore là cette webconférence. Donc, merci Alexandra, je suis bien d'accord. Super webconférence, merci. Grâce à nos deux oratrices. Sandra, merci infiniment d'avoir permis ce partage de vécu et Madame Bossard pour d'avoir balayé les idées reçues, de nous avoir décomplexé, etc. Et donc, on se retrouve avec Cyril, dont on a beaucoup entendu parler pendant cette webconférence, donc lundi. Lundi, Cyril sera avec une kinésithérapeute pour parler justement des bienfaits de la kiné dans la prise en charge du cancer colorectal. Vous pouvez encore vous inscrire. Nous venons de vous mettre le lien dans le chat. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.